Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 6 août 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché, donc avec les bourses européennes qui ont terminé mercredi en hausse, portées par des signes confirmant la reprise de l'économie en Europe et bien évidemment par l'espoir toujours d'un accord aux États-Unis sur un nouveau plan de relance. Alors, toutefois, la confiance des investisseurs européens n'est pas partagée par tout le monde, puisque le dollar baissant encore pour porter son recul face à un panier de référence à 10% depuis début mars, et l'indice dollar en tout cas, enregistre sa pire performance du mois de juillet depuis de très longues années. La corrélation négative entre le dollar et l'or, bien évidemment, aide le métal précieux qui bénéficie en outre de taux d'intérêt réels négatifs, ce qui n'est pas forcément bon signe par contre pour les perspectives économiques à moyen terme. Et alors dans l'immédiat, les actions continuent de prospérer, toujours portées par les injections massives de liquidités de la part des grandes banques centrales. Côté US, eh bien Wall Street a terminé aussi en hausse, porté par les résultats inattendus de Disney et les espoirs d'un accord toujours à Washington sur le plan de soutien à l'économie américaine face à la pandémie. Alors le géant du divertissement, lui, a surpris son monde, on va dire, en publiant mardi soir après la clôture des résultats inattendus pour le deuxième trimestre. De ce fait, eh bien, le Dow Jones a été porté essentiellement par le titre Walt Disney. Et plus généralement, les résultats financiers des entreprises américaines ont été moins mauvais qu'anticipé, soutenant aussi la cote, car à ce stade de la saison des résultats, eh bien, 384 sociétés cotées au S&P ont publié leurs résultats et ils sont supérieurs en moyenne de 23,5% aux anticipations des analystes. Un tel écart est inédit en fait depuis 1994. Donc encore une fois, le consensus montre, ça montre encore une fois que le consensus a souvent tort. Mais là, l'écart est quand même assez important, puisque ça faisait quasiment une trentaine d'années qu'on n'avait pas vu un tel écart sur les marchés. Enfin, les investisseurs tablent aussi sur une issue positive des discussions en cours à Washington entre républicains et démocrates sur un plan de soutien à l'économie. Et les données macroéconomiques du jour, par contre, ont été un peu mitigées, contrastées, avec une croissance des services à un rythme sans précédent depuis 16 mois, mais d'un autre côté, un fort ralentissement de l'emploi privé. Côté macro maintenant, eh bien ici, c'est un graphique qui montre tout simplement les particuliers vs les professionnels et le pourcentage du moins d'actions détenues par les particuliers et les professionnels. Donc, on constate tout de suite qu'en 1970, on avait quand même 75% des particuliers qui détenaient des actions, alors que les institutions, les pros, on était en dessous de 20. Au final, bien évidemment, avec la démocratisation de la finance et la mondialisation, on a eu un peu un inversement de cette courbe. Les particuliers ont diminué, du moins se sont allégés, alors que les institutionnels, eux, se sont au contraire renforcés leur part dans les actions ou même dans les fonds. Toutefois, même à l'heure actuelle, on constate qu'on a toujours des particuliers qui détiennent en tout cas massivement des actions, puisqu'on est quasiment aux alentours de pas loin de 40% actuellement, ce qui explique aussi pourquoi les banquiers centraux, du moins la Fed, a décidé de faire un QE illimité, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, l'épargne, et du moins la retraite des Américains, eh bien, se fait via des fonds d'action, via des assurances-vie.
et beaucoup d'Américains sont placés sur ces fonds ou détiennent des actions. Donc je vous laisse imaginer si demain on revit un cataclysme financier comme en 2008, ça pourrait faire des gros dégâts au sein des ménages américains. De ce fait, eh bien, la Banque centrale, elle, continue d'administrer les marchés par des liquidités pour éviter tout simplement un effondrement du marché action qui pourrait, eh bien, freiner bien évidemment la reprise économique, mais surtout pénaliser les ménages et leurs fonds de pension et aussi leurs retraites placées via ces différents fonds ou via de l'investissement sur des titres vifs directement. Juste pour mettre les choses en perspective, en France, il faut savoir qu'on est plutôt aux alentours de 8 et 10%. Donc, c'est vraiment très éloigné. En France, les investisseurs, les particuliers sont assez frileux quand même sur le risque. Autant sur le livret A, on est les champions du monde, autant sur l'investissement sur les titres vifs directement sur les fonds ETF. Là, on est aux alentours de le chiffre, en tout cas fin 2019, c'était plutôt aux alentours de 8, maximum 10%. Avant la crise de 2008, on était monté à un peu plus de 10%. Et depuis la crise de 2008, on sent quand même que les particuliers français ont du mal à revenir en bourse, même si on constate qu'avec le confinement, on a eu un léger boom et un attrait assez important de la part de pas mal de particuliers, mais surtout les jeunes de 20-30 ans qui sont venus sur les marchés. Donc certes, ce chiffre a légèrement augmenté, mais toutefois, on est quand même bien en dessous car on ne dépasse pas les 10%, alors qu'au contraire, aux États-Unis, ils sont entre une fourchette entre 30 et 40% de ménages, en tout cas de particuliers qui détiennent des actions ou qui sont investis dans des fonds. Donc, encore une fois, ce graphique permet de mettre un peu, de remettre les choses en perspective et de comprendre aussi pourquoi on a des banquiers qui nous annoncent du QE illimité, tout simplement pour éviter un dérapage non contrôlé. Ici, c'est un graphique du Bitcoin et du Gold. Donc, bien évidemment, les deux actifs qui s'envolent, qui sont assez corrélés depuis mi-mars surtout. Et on constate que les investisseurs en fait plus âgés optent pour l'or et les plus jeunes pour le Bitcoin. Et on a un peu un investissement, du moins une stratégie, un choix de diversification en fonction des générations. Voilà. Les plus âgés, ce sera l'or, et les plus jeunes, les millennials, se dirigent vers les nouvelles monnaies, les crypto-monnaies, la digitalisation, le e-commerce. En règle générale, les personnes âgées préfèrent les obligations, alors que les millennials, eux, préfèrent les valeurs technologiques. Après, on peut aussi se poser la question s'il n'y a pas une chose qui réunit un peu toutes ces générations, c'est l'envie de se diversifier, bien évidemment, des indices boursiers qui sont essentiellement devenus drivés et administrés par les banques centrales et leurs planches à billets. Donc, en quelque sorte, on constate que beaucoup à travers les crypto-monnaies, estiment que le dollar, l'euro ou même les monnaies fiat, au contraire, sont manipulées depuis trop longtemps par les banquiers centraux. Et donc, le Bitcoin, lui, a été créé à la fin de la crise de 2008, justement pour essayer d'échapper à ce système dirigé par une poignée de personnes et qui devient, comme on peut le voir aujourd'hui, assez manipulé dans l'ensemble. On a l'impression parfois que les dés sont un peu pipés, qu'on a de l'argent facile, que ce soit aux États-Unis avec l'hélicoptère monnaie. Donc finalement, l'économie perd un peu tout son sens, étant donné que des liquidités à foison et que autant de liquidités sur les marchés créent surtout des déréglages, enfin un système qui fait qu'on peut avoir un dérèglement, en tout cas d'un point de vue de l'économie. C'est ce qu'on constate actuellement aussi avec des taux qui sont extrêmement bas et bien évidemment une inflation ou une dépréciation de la monnaie. Et là, actuellement, c'est vraiment ce qui se passe sur le dollar. Le dollar est en chute libre et ce qui peut se passer derrière, du moins pour le Bitcoin, c'est que les investisseurs vont continuer à acheter des crypto-monnaies
parce que le Bitcoin est en quantité limitée. Voilà. On peut on peut miner seulement 21 millions de Bitcoin, alors que la Fed appuie sur un bouton sur un ordinateur pour injecter 3000 milliards de liquidités sur les marchés. Donc, un, on a un peu ce sentiment de manipulation, et deux, derrière, qu'est-ce que ça crée? Eh bien, une perte de confiance dans la monnaie. De ce fait, on a de nouveau, en fait, en fonction des générations, eh bien, une orientation vers un système plus sain, en tout cas, moins manipulé et moins dirigé par et administré surtout par les banques centrales. Et le gold, c'est la même chose actuellement. La dépréciation du dollar, le clivage instable entre les États-Unis et la Chine, les taux réels négatifs font que la relique barbare continue de progresser et devra encore réaliser une belle performance, du moins cette année et pour les prochains mois. Côté graphique maintenant, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40. Alors l'indice, toujours maintenu en échec, un peu sous la zone d'équilibre, qui correspond aussi à la MM50. Donc pour l'instant, on est plus sur un rebond technique qu'une poursuite de la hausse. Là, ça cale toujours sous le niveau des 4930. Donc pour moi, tant qu'on ne repasse pas, comme je vous le disais hier, au-dessus de 4930, 4962 pour venir casser cet MM200, je considère qu'on est toujours dans un rebond technique et que la zone d'achat optimale se situe toujours à 4700, 4550, tout dépend de la bougie qu'on aura sur la borne basse de ce range, mais étant donné qu'on commence à former un range, qu'on est dans une phase de stabilisation, pour rappel, il est plus profitable de se positionner soit sur la borne basse, soit sur la borne haute. Là, actuellement, sentiment qu'on a fait un rebond technique, que le marché cale, et mon objectif, lui, à moyen court terme, reste toujours les 4700 points. Et là, ça deviendra une zone technique intéressante à travailler, pourquoi pas sur des unités de temps plus courtes, mais en tout cas pour essayer de chercher soit un rebond pour reviser les 4930 et tout simplement mettre en place une stratégie de trading range et donc de ping-pong entre les deux bornes. En données 4 heures, effectivement, rebond quasiment sur les 38,2, voire les 50%, si on prend la dernière vague de baisse. Donc pour l'instant, c'est un simple rebond technique. Là, c'est en train de repartir à la baisse. Plutôt baissier pour l'instant, étant donné que les vendeurs se sont manifestés ici, sous la zone d'équilibre et sur le niveau des 38,2, 50% de Fibonacci. Derrière, on avait quand même un biseau en données horaires. Et on a une sortie par le bas. Donc pour l'instant, pour moi, ce serait au moins un retour sur les 38,2. Et derrière, je reste quand même sur ma position, dans le sens où j'attends un retour sur les 4016 pour mettre en place une nouvelle stratégie, étant donné qu'en général, sur la zone d'équilibre, c'est quand même la bataille entre les acheteurs et les vendeurs, mais le sentiment que voilà, on glisse quand même depuis maintenant 2 semaines, qu'on a réussi à reprendre un peu de la hauteur. Malgré les espoirs d'un plan de relance, on a digéré quand même pas mal de news, on a eu quasiment l'ensemble des résultats sur l'indice CAC 40. Plutôt décevant, on va dire, sur l'indice parisien. Alors certes, au contraire, sur le S&P, les résultats ont été plutôt encourageants. Sur l'indice parisien, ils sont assez mitigés, je trouve. Et derrière, finalement, on constate que ça ne permet pas, en tout cas, de reprendre de la hauteur. Et le CAC est en train de glisser doucement. Et cette sortie de biseau ouvre la voie à une correction, en tout cas un peu plus profonde. Et je vise toujours les 4007 suite à la sortie de ce triangle et du canal haussier. Voilà. Pour l'instant, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, sortie de canal, sortie de triangle par le bas. Donc forcément, ça ouvre la voie à des perspectives un peu plus baissières si on reporte en plus l'objectif théorique qui, lui, est quasiment vers la zone de polarité à 4550.
Concernant le DAX, sortie de range en cours sur le DAX, du moins on est quasiment sur la bande basse. Donc pour rappel, ce matin on s'est un peu envolé. On est juste en fait venu combler le gap ici qui était laissé ouvert. Quand on a fait l'incursion sous les 12 775 points, on a laissé un gap ouvert. Ce matin, on prenait quasiment 1%. Derrière, les vendeurs sont sortis du bois, on a comblé le gap, c'est directement reparti à la baisse. Donc, zone de neutralité toujours entre 12 775 et 12 575 points. Au-dessus, en clôture, acheteur pour viser 12 980, 12 940 et en dessous, vendeur pour aller chercher les 12 300, voire la fameuse zone des 12 190. Et entre les deux, eh bien pareil, trading range, possibilité de faire un double sommet, mais très clairement pour l'instant, on peut même affiner en donner 1 heure et se rendre compte, voilà, qu'on a un magnifique range en place en 1 heure entre 12 750 sur excès 12 770 et 12 565 environ. Pour les traders intraday, eh bien, pratiquer du ping-pong entre les deux bornes et pour les autres, attendre une cassure d'une des deux bornes pour accompagner le momentum à venir. Et donc, soit viser les plus bas 12 300, soit au contraire, un retour à 12 940. Mais pour l'instant, en tout cas, le marché semble attentiste. Le Dow Jones, lui, par contre, surperforme, étant donné qu'on est toujours basé sur des espoirs sur l'accord entre républicains et démocrates sur le nouveau plan de relance pour soutenir l'économie américaine. Et on est quasiment sur la borne haute de notre range. Donc, pareil, hein, l'objectif, ce serait quand même d'aller chercher la borne haute. Les 27 600, ce serait assez propre. Et à partir d'ici, on pourrait faire le point. On a quand même pas mal de gaps qui sont laissés ouverts. On a un ici, on a fait un deuxième gap. On commence à voir voilà, un gap, 2 gaps, 3 gaps, 4 et 5. Donc là, on commence à avoir pas mal de gaps qui sont laissés ouverts durant la hausse. On peut toujours continuer à aller chercher. Là, actuellement, les futurs sont quasiment flat, voire légèrement dans le rouge. Donc, voyons voir si le marché va avoir la force derrière d'aller chercher la borne haute de ce range. Et à partir d'ici, en tout cas, ça commencera à devenir intéressant pour éventuellement commencer à chercher une stratégie pour mettre en place une stratégie vendeuse, tout simplement. En données 4 heures, pas grand chose à dire, on est repassé au-dessus de l'oblique, on fait des gaps, l'objectif du double bottom 1 heure, lui, a été atteint. Et ce serait bien que le Dow Jones réussisse à aller chercher les 27 630. Voilà, tout simplement. Actuellement, on est sur un niveau qui ne correspond pas à grand-chose. Et on a une belle zone ici en hebdomadaire. Voilà, vers les 27 735. Alors, la borne haute du range est un peu plus haut, mais effectivement, on constate quand même qu'en hebdomadaire, on a une zone de polarité à 27 335. Pareil, ça va être un niveau à surveiller. Ici, si on a des chandeliers de retournement vers cette zone, proche de cette zone, eh bien, surveillez bien évidemment la configuration technique pour commencer à initier, pourquoi pas, une stratégie short pour aller viser les comblements du gap, les différents gaps à venir combler en tout cas. Et bien évidemment, je pense que le NFP de ce vendredi devrait donner le tempo pour les prochains jours. L'euro USD, l'euro dollar qui se stabilise, tente un double top. En tout cas, en horaire en daily, on a un RSI qui commence doucement à sortir de sa zone de surachat. On bute 2 fois de suite sur les 1,1875, sentiment de range. Effectivement, si on affine en données 4 heures, on constate que voilà,
On est dans un range, que le marché est venu faire un échec une deuxième fois sur la borne haute. Ici, on avait quasiment un dark cloud cover. Derrière, ça cale pour l'instant. Donc, prudence, plutôt consolidation. Le flux reste haussier. Premier signal de faiblesse, ce serait très clairement la cassure de la MM50. À chaque fois, elle a vraiment fait office de support. Une fois ici, deux fois, trois fois. Donc là, elle va continuer à remonter. Prudence quand même sur l'euro, car le dollar, lui, est extrêmement faible. On assiste vraiment un peu j'ai envie de dire presque une perte de confiance d'un côté du dollar, étant donné la situation qu'on a aux États-Unis, des taux réels négatifs, et un euro qui, lui, est fort, certes dopé par les différents plans de relance qu'on a eu au cours des précédentes semaines, mais surtout les investisseurs parient sur une reprise plus rapide de l'économie européenne comparée à d'autres pays. Et que certains secteurs qui avaient été en difficulté, par exemple l'aéronautique, les secteurs de l'énergie, pourraient avoir un avantage concurrentiel sur certains pays, car la pandémie et la crise sanitaire a été mieux gérée, en tout cas en Europe. Bien sûr, c'est un scénario que les investisseurs anticipent sans cas de deuxième vague. En cas de deuxième vague, à voir bien évidemment quels seraient les moyens et les gestes barrières mis en place, mais pour l'instant, étant donné le contexte, on est dans une surperformance de l'Europe pour les mois à venir. Et effectivement, quand on voit qu'aux États-Unis, on est toujours à un taux de chômage de 10%, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un plan de relance et qu'on a 40% des locataires américains qui risquent d'être expulsés s'ils ne reçoivent pas un nouveau chèque, ça donne un sentiment de pessimisme, en tout cas à venir, et pas très rassurant pour les investisseurs. Alors qu'en Europe, on n'est pas du tout dans cette situation. Et l'euro, eh bien, ça se voit directement, ça se ressent sur le cours de l'euro-dollar qui est quand même extrêmement fort. Toutefois, une consolidation serait la bienvenue. Pour l'instant, on a une belle mèche haute ici en données 4 heures qui invite à la prudence sur la hausse à venir. Et je verrai bien effectivement une nouvelle phase de consolidation dans ce range. Et bien évidemment, prudence, étant donné qu'on a quand même le NFP demain à 14h30. Et ça devrait créer pas mal de volatilité sur la paire. Par conséquent, il est toujours plus prudent d'éviter de trader les événements économiques parce que c'est du casino. L'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD, on approche d'une belle zone. Je m'attends à une consolidation sur l'AUD-USD. Alors, le dollar australien, pareil, assez fort. La banque australienne fait en sorte que l'économie se redresse plus rapidement que prévu. Alors oui, il y a des nouveaux cas, mais pareil, le dollar australien finalement surperforme le dollar américain parce que la gestion de la crise et que on a une économie qui reprend vie, un peu comme le dollar canadien aussi. Et il n'y a que aux États-Unis où on est en plein marasme, on va dire, économique et sanitaire. De ce fait, eh bien, l'indice dollar face à un panier de devises de référence est en chute libre. Là, toutefois, on s'approche d'un niveau technique intéressant, cette zone de polarité ici qui a été travaillée à de nombreuses reprises. On est pile poil dessus, on a fait de l'excès et MM200 qui vient coiffer les prix, en tout cas qui va venir s'aligner et renforcer ce niveau. Donc là, j'invite à la prudence sur la hausse. Certes, la tendance est haussière actuellement, mais ça risque de caler. Je verrai bien une consolidation entre ces deux niveaux, 0,72 et 0,7020. Pour l'instant, on n'a pas de bougie de retournement. Éventuellement, ici, on avait un petit pendu, un avalement, mais ça semble en tout cas pas fonctionner, plutôt dans une phase de consolidation à court terme. Donc, à surveiller, on pourrait
consolider entre ces deux bornes et mettre en place une stratégie de trading range. Alors, bien évidemment, en cas de cassure de cette zone en données hebdomadaires avec la MM200, il faudra en tout cas commencer à chercher des achats sur pullback pour viser les 0,74. Donc, un franchissement au-dessus de cette zone avec la MM200, pourquoi pas attendre un pullback pour se repositionner avec un stop sous la zone pour poursuivre cette dynamique haussière. Dans le cas contraire, effectuer une phase de trading range entre ces deux bornes. Et pour celles et ceux qui s'attendent à une baisse, eh bien tout simplement attendre que la MM50 remonte sur cette zone et pareil, en cas de cassure du niveau de support des 0,70 et de la MM50, attendre un pullback pour viser les 0,6825. Très clairement, on a un niveau haut et un niveau bas qui est capé par une résistance, ou du moins par une moyenne mobile de 100 et là par une moyenne mobile 50. Donc c'est très clairement ces deux moyennes mobiles qui vont donner le tempo encore une fois pour la suite, d'où l'importance d'attendre d'avoir une double confirmation avec la cassure du support de la moyenne mobile ou de la résistance et de la même 200. Et en données 4 heures, pour l'instant, à surveiller, mais on peut aussi affiner avec un sentiment de range à venir. En tout cas, là, on a eu une belle étoile du soir qui s'est installée ici sur la borne haute. On est quasiment venu chercher la même 200 sur la zone de résistance. Donc, prudence, on est dans un range, effectivement, de données 4 heures et on pourrait avoir un retour au moins sur la borne basse des 0,7080. Enfin, pour terminer le Forex, on va s'intéresser à l'euro NZD, toujours, qui lui est haussier, a atteint l'objectif du triangle, pour rappel. Donc, objectif du triangle, il a été atteint ce matin. L'objectif du double top, lui, est un peu plus haut. Du double bottom, pardon, est un peu plus haut. On est aux alentours de 1,80-85. Et là, on s'approche d'une belle résistance, quasiment, qu'on est en train de travailler, la résistance des 1,7925, 1,7950. Pour le moment, on est en pleine reprise haussière, dynamique haussière actuellement. Un premier niveau a été atteint, donc on n'oublie pas de remonter son stop, peut-être de prendre en partie ses bénéfices, et derrière d'attendre de voir le marché, en tout cas travailler ce niveau, et en cas de cassure, eh bien tout simplement, pour celles et ceux qui sont rentrés sur le double bottom, mettre son stop à 0, aller chercher l'objectif des 0,8075 et le deuxième niveau situé à 1,8255. En données 4 heures, c'est haussier pour l'instant, donc pas d'inquiétude. Théorie de dos, des plus bas à des plus hauts, de plus en plus haut. Une belle tendance haussière, donc pour l'instant, en tout cas, pas de signal de retournement à l'horizon, d'où l'intérêt de poursuivre cette hausse tant qu'elle ne s'essouffle pas. Les matières premières avec le gold. En plein rallye, toujours. Aucun retracement sur le gold. On a vraiment l'impression d'assister à la même phase qu'en 2011 avec cet impressionnant rallye. Les cours étaient aussi très éloignés de la MM50. Et là, c'est actuellement le cas. On est hyper éloigné de la MM50. Donc ça, c'est jamais très bon en général. D'où mon invitation à la prudence à court terme, bien évidemment.
À long terme, oui, il y a de la place, il y a pas mal de place même étant donné le contexte, mais à court terme, pour celles et ceux qui souhaitent absolument prendre le train, la patience est mère de sûreté, j'ai envie de dire. Et qu'un repli serait le bienvenu et que effectivement là on est quand même très éloigné de la même 50. Je pense que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un tel écart. Et bien souvent, quand vous avez de tels écarts, on a une correction qui s'installe. Donc là, sentiment qu'on recommence le même scénario qu'en 2011 avec cet impressionnant rallye. Et derrière, on connaît la suite de l'histoire, ça avait quand même retracé. Alors là, on était parti dans un marché baissier. Là, ça pourrait juste retracer violemment avant de repartir. Mais en tout cas, on est quand même certes haussier sur toutes les unités de temps, mais les indicateurs de momentum sont quand même bien surchargés. On est quand même bien en surachat, suracheté, mais pour l'instant, le gold ne faiblit pas. Éventuellement, on commence à former une divergence 4 heures, mais cette dernière n'est absolument pas validée. Voilà. Donc, ici, on a une divergence en cours de formation, donc à surveiller. Elle n'est pas validée, mais plaide pareil pour une correction à venir. Toutefois, tant qu'elle n'est pas validée, on n'anticipe rien, mais d'où mon invitation quand même à la prudence pour les traders de court terme, au moins attendre un repli sur la MM50, voire 1921, ce serait déjà pas mal aussi, ça permettrait vraiment de dégonfler tous les indicateurs et d'avoir une tendance un peu plus saine qu'avoir un rallye sans cesse qui ne fait que monter. Généralement, les rallyes ne sont jamais bons. Une tendance saine, comme l'a décrit Charles Dow, c'est des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. C'est pas forcément un rallye comme on assiste actuellement. Donc les rallyes, bien évidemment, parfois, c'est bien, c'est encourageant, mais ça ne dure pas dans le temps. C'est surtout ça qu'il veut dire. Une tendance saine, voilà, c'est un marché qui effectue des creux, des replis, une accélération, consolidation, accélération. Et là, on est pour le moment juste en pleine accélération, d'où mon intérêt, mon invitation surtout à la prudence pour les traders qui cherchent à se positionner sur le gold à court terme. Le Brent, eh bien finalement, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Surtout sur le light. J'ai réajusté ma zone en rouge ici, ma fameuse zone de résistance. Et hier, on prenait quasiment 4% et au final, on a clôturé à 1,67%. Alors, on anticipait une baisse des stocks. Effectivement, il y a véritablement eu une baisse importante des stocks hier, suite à la statistique donnée à 16h30. Toutefois, ça a calé. En fait, on prenait quasiment 4%. Alors sur le Brent, ça se voit moins, mais sur le light, je trouve que c'est assez impressionnant. On fait une belle envolée et derrière, finalement, ça ne prend pas. Et là, actuellement, c'est le cas. Et si on se met en hebdomadaire, eh bien, on constate très clairement, en prenant la mèche ici, les cours de clôture, la zone de clôture et les deux mèches avec le cours de clôture, là où le gap a lâché, bah, qu'on est encore sur résistance finalement. On s'est envolé hier, on a été porté par un effet d'optimisme et que derrière, finalement, le marché a été dans l'incapacité d'aller plus haut et le sentiment qu'on a fait une chasse au stop. Et que je garde quand même un avis baissier. Voilà, je trouve que la bougie du jour, qui prend 4% quasiment sur les plus hauts et qui au final clôture sous l'oblique et dans la zone, et que là, le lendemain, le marché ne prend pas, sentiment d'euphorie, en fait, juste de chasse au stop.
pour l'instant, on est toujours dans une phase de stabilisation en fait. Et on n'a pas un redémarrage aussi. Et je trouve que c'est encore plus flagrant, vraiment, sur le light, où là, c'est magnifique. On a une magnifique mèche haute et incapacité à franchir la MM50. Tout de suite, les vendeurs sont sortis du bois. Incapacité de franchir l'oblique haute et la borne basse du Bissau. Et on repasse en dessous en formant quasiment une étoile filante. Et là, derrière, on perd 1%. Donc vraiment, on s'est emballé pour rien. En tout cas, les investisseurs donnent le sentiment qu'ils se sont emballés pour rien et qu'ils sont juste venus chasser les stops. Et que finalement, malgré une envolée de 4%, on avait quand même plus de 4% sur le WTI, on clôture seulement à plus 1%, alors que les stocks, alors qu'on a eu une baisse assez conséquente des stocks. Donc, finalement, ça ne suffit pas et on sent que le marché pétrolier est lourd. Et il y a de quoi, étant donné qu'on a des prévisions donc on constate une prévision, des prévisions qui ont été revues à la baisse de la part de l'OPEP et que la situation aux États-Unis fragilise la demande de pétrole. Et que, comme je vous le disais, tant qu'on n'a pas une clôture au-dessus de la MM 200 ou en dessous de la MM50, eh bien, phase de stabilisation. Et là, on s'est envolé pour rien. Et derrière, ça cale. Donc, je garde mon sentiment baissier, puisque les niveaux clés, en tout cas, n'ont pas été franchis en clôture du bogie. Et je considère que ça a été un bull trap et de l'excès sur mèche uniquement pour venir chasser les stops qui étaient un peu trop serrés. Que là, actuellement, la bougie du jour eh bien, montre que le marché a été juste euphorique durant la séance d'hier et qu'on sent que derrière, les fondamentaux restent quand même lourds et fragilisent le pétrole Brent. Enfin, pour terminer, le Bitcoin. Magnifique séance sur le BTC, plus 5 quasiment, toujours dans cette phase de consolidation. Objectif 12 000, rien n'a changé. En données 4 heures, voilà, hier on évoluait dans ce petit range 1 heure jusqu'à 11 400, on a franchi la borne haute, c'est parti à la hausse. Donc, poursuite de la dynamique haussière. Direction 11 008, 12 000, et puis on fera le point quand on sera sur la borne haute. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que dynamique haussière, flux haussier, MM50 en soutien, des acheteurs qui gardent la main. Comme je l'expliquais en introduction, une envie de diversification pour fuir les monnaies fiat qui ressemblent de plus en plus à des monnaies de singe, comme les appellent les détenteurs des crypto-monnaies. Et effectivement, sentiment de perte de confiance dans certaines monnaies, et on se réfugie vers un actif jugé moins manipulé, en tout cas par l'impossibilité d'effectuer une création illimitée de la monnaie. Et donc derrière, eh bien, les nouvelles générations préfèrent se diriger vers les crypto-monnaies, la digitalisation, plutôt que les vieilles monnaies, les monnaies fiat, administrées et parfois qui donnent le sentiment d'être pipées par les banques centrales. Alors en hebdomadaire, la bougie est plutôt belle pour l'instant. Et effectivement, on fera le point à 12 000. 12 000 en une clôture hebdomadaire au-dessus de 12 000 enverrait aussi un signal fort, étant donné qu'on a pareil, on n'a pas eu de clôture, je ne parle même pas d'une clôture mensuelle, mais une clôture hebdomadaire au-dessus de 12 000, eh bien on a fait pas mal d'excès, mais on n'a jamais eu une clôture hebdomadaire au-dessus de 12 000 durant la période de juin à juillet 2019. Pareil, bien évidemment, une clôture hebdomadaire au-dessus de 12 000 est à surveiller et enverrait encore un signal de poursuite de la hausse pour aller chercher 13 000,
semble qu'on a un niveau à 13 100, 13 200. Et puis derrière, eh bien, pourquoi pas aller un peu plus haut. Mais en tout cas, le BTC semble reprendre bien gentiment le chemin de la hausse et ne montre pas de signe d'essoufflement à court moyen terme. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter le briefing, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et pour les autres, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.